côté évaluation du B2I, donc comment un futur enseignant s'intègre dans ce dispositif. Et aujourd'hui, donc, on va parler principalement du B2I et comment il est évalué dans nos établissements. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de vous présenter que les TICE ne sont pas portés que par un seul individu, c'est-à-dire l'enseignant ou le futur enseignant que vous êtes, et qui va arriver, qui va tout révolutionner avec son ordinateur sur le bras. C'est structuré. Il y a une organisation qui est déjà mise en place. Vous allez rentrer dans cette organisation. Le temps des pionniers est peut-être passé au niveau des TICE et tout est structuré là-dessus. Donc aujourd'hui, autour de cette table ronde, on va retrouver dans Marc Rosenthal, qui est IAIPR, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en sciences et vie de la terre et qui a en responsabilité le dossier TICE, mais il vous précisera exactement sa mission. À sa droite, vous avez François Ségurel qui est principal du collège de Thuir, donc à proximité d'ici, et qui a une autre fonction, c'est qu'il les coordonne pour les établissements des Pyrénées-Orientales, les TICE. Donc c'est un principal référent dans ce domaine. Et à côté de moi, Arnaud Lemaitre, qui est enseignant en histoire géo et qui a un peu une double casquette, qui aura aussi une double casquette aujourd'hui. Tout le monde en fait a une double casquette. Puisqu'il va nous parler aussi de son métier d'enseignant, mais aussi de son métier de correspondant, de coordonnateur TIS au sein d'un établissement. On va aborder donc des compétences qui sont abordées par le référentiel CDJ2E qui sont exigées. C'est de repérer, en fait, d'identifier les différentes personnes qui interviennent dans les TICE, de voir comment se construit une démarche collective au sein d'un établissement. Et l'idée, c'est de pouvoir après s'insérer et toujours d'avoir un certain nombre de connaissances acquises pour aller dans la pratique pour les semestres qui suivent. Je vais commencer donc par vous laisser la parole dans l'ordre de présentation que j'ai fait. C'est-à-dire, quel est votre rôle dans l'éducation nationale et il y a aussi ça que vous pouvez profiter comme connaissance en ayant ces gens-là ici. Oui, donc comme vous disiez, je suis inspecteur, effectivement. Donc avec toutes les connotations que ça peut transporter, l'inspecteur il vient surveiller les enseignants, il vient regarder si le dogme est bien rempli, etc. Donc c'est pas tout à fait la vérité, inutile de vous dire. Donc en fait, mon métier est en relation avec les TICE. Je viens valoriser, quand je vais dans une classe, je viens valoriser un petit peu le travail des enseignants. Et heureusement, malheureusement, les TICE sont encore suffisamment rares pour qu'il y ait besoin de les valoriser. Et c'est un premier travail que j'ai en charge. En fait, je l'ai en charge non pas en tant que responsable d'un service, la MATIS, la mission académique au TICE, un service académique, mais en tant qu'inspecteur tout court. Mon collègue en histoire-géographie, Philippe Guizard, ou bien ma collègue en lettres, Martine Carougian, fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle va dans les classes pour valoriser, pour impulser également, pour encourager et pour finalement faire en sorte que les TICE soient mis en place dans les classes par le professeur et pour les élèves. On a également comme mission, toujours en tant qu'inspecteur d'une discipline, la validation quelque part des concours, essentiellement des concours d'ailleurs, dans lesquels se trouvent impliquées des compétences, et notamment des compétences en relation avec les TICE. Donc l'un des critères qui sert à valider des années probatoires, c'est effectivement l'utilisation à bon escient et selon toute responsabilité, l'utilisation des TICE. Au-delà de cela, là je vais vous dire les fonctions d'un inspecteur de manière générale, je vais essayer d'aller très vite. Au-delà de ça, donc, je dirige un service académique qui est la MATIS, la mission académique au TICE, et dans ce cadre-là, ma fonction c'est d'impulser des actions concertées. Par exemple, celle qui est en cours en ce moment, c'est le plan de développement des ENT, des environnements numériques de travail, dans les établissements. Un autre travail, pour brosser les choses qui sont en cours,
un autre travail, c'est d'envisager le plus sereinement possible, avec les collectivités, les équipements des établissements. Surtout quand les dites collectivités annoncent des projets aussi ambitieux que, je parle du Conseil régional Languedoc-Roussillon, que équiper ou doter chaque lycéen, à partir de la rentrée 2011, chaque lycéen d'un ordinateur portable. Hein. De manière un petit peu moins éclatante, mais non moins forte, prégnante, il s'agit de voir avec les collectivités comment mettre à disposition des enseignants et des classes un environnement de travail, ça va du vidéoprojecteur jusqu'à la conception de cet environnement numérique de travail, l'outil informatique, hein, jusqu'à la mise à disposition des classes mobiles dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le maître, en sciences de la vie et de la terre, ou bien du chariot avec vidéoprojecteur en mathématiques, etc. Donc, mon rôle au sein de la Matisse, c'est de travailler avec les collectivités pour équiper et, ce faisant, induire des usages, induire un confort, si vous voulez, d'usage au niveau des professeurs et des élèves. Mis à part ça, je le dis maintenant, je n'ai pas oublié, une composante intéressante de l'usage des TICE, c'est également tout ce qui est trait à la loi et à la CNIL. Donc, monsieur le recteur, c'est, comme tous les recteurs de toutes les académies, c'est entouré d'un staff de personnes référentes. Et en ce qui concerne la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, donc je suis le correspondant, auprès de monsieur le recteur, le correspondant de la CNIL. À chaque fois qu'il y a un souci, par exemple pour les usages des annuaires impliqués par les ENT, ou bien impliqués par la gestion centralisée d'une validation. On parlera beaucoup du JBIC, le logiciel qui permet, enfin un des logiciels qui permet de valider, de suivre les validations des compétences du B2I. Eh bien, il faut utiliser un annuaire avec des données qui peuvent être personnelles. Et évidemment, cet annuaire il est soumis à la Commission nationale informatique et liberté, à la CNIL. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Monsieur le recteur, donc, c'est entouré des personnes ad hoc. C'est assez rapide. Oui, plus rapide. Donc voilà, je suis chef d'établissement, je suis principal du collège Pierre-Moreto à Thuir. Et le métier d'un chef d'établissement, c'est d'organiser le service des enseignants, l'enseignement des élèves, et puis de répartir aussi la ressource matérielle. Mardi soir, nous avons voté le budget 2011. Il y a des choses qui vont intéresser le sujet que nous traitons aujourd'hui. L'organisation du service, c'est donner à chaque élève les heures d'enseignement auxquelles il a droit, et ensuite répartir des moyens d'enseignement au service des priorités que nous avons. Et j'ai dans mon établissement 4 professeurs qui sont investis d'une mission pour les TIS et principalement le B2I. Il s'agit d'un professeur de mathématiques, d'un professeur de SVT, d'une professeure d'anglais, d'une professeure de français. À eux de répartir les validations et les évaluations relatives au B2I, et puis plus largement au socle commun de compétences entre les différentes disciplines. C'est un travail qu'ils sont en train de formaliser actuellement, de terminer, qui s'imposera à l'ensemble de leurs collègues, et ensuite ils vont leur donner un coup de main. Deuxième volet, c'est l'organisation matérielle. Alors l'organisation matérielle, parfois on a beaucoup de possibilités, parfois on en a très peu. J'ai fait il y a pas très longtemps un établissement où j'avais 350 élèves, et quand je suis parti, j'ai laissé 5 tableaux interactifs, chaque salle de classe câblée avec un PC en réseau, une dizaine de vidéoprojecteurs, et là je suis dans un établissement qui a un petit peu plus de 1000 élèves. Je n'ai aucun tableau interactif, je dois avoir 2 ou 3 salles de classe qui sont câblées, j'ai pas grand chose. Voilà, dans mon ancien établissement, l'investissement annuel était de 25 000 €, et donc j'avais 25 000 € que j'utilisais avec l'accord bien sûr de mon conseil d'administration, puisque j'exécute les décisions de mon conseil d'administration. Là, on est dans un environnement très différent, puisque
je reçois du matériel qui est décidé par une commission à laquelle je participe en tant que chef d'établissement référentiste. Mais pour l'année 2010, c'était zéro. J'espère qu'en 2011, on aura un peu plus. Donc là, l'aspect gestion matérielle peut varier énormément d'un département à l'autre, d'une région à une autre, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait répartir les ressources. Il y a vraiment un travail de choix pour répartir les ressources de la manière la plus pertinente avec le regard attentif des inspecteurs qui nous aident. Et la répartition des moyens d'enseignement et des ressources matérielles nous sert à impulser, coordonner le travail des enseignants avec actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, les compétences informatiques qui sont à l'intérieur des compétences du socle commun. Je suis aussi donc chef d'établissement référentiste. Je coordonne, moi je renvoie à chaque établissement l'évolution des validations des systèmes B2I et je participe avec mes collègues, avec quelques collègues, à une commission qui fait partie du matériel en Ghana et qui réfléchit sur la manière dont ce matériel, qui réfléchit à la manière dont on va choisir le matériel pour autant qu'elle le puisse et aussi à l'UMT. Voilà. Alors, bonjour, donc Arnaud Lemaître, je suis professeur d'histoire-géographie, mais surtout coordonnateur TIS. Alors, je suis, pour vous, futurs enseignants, l'échelon, le dernier échelon dans l'ordre hiérarchique, mais le plus proche, ou le plus proche de vous, puisque je m'occupe, j'ai pour mission, justement, de servir d'interface entre les services académiques, les IPL chez l'établissement, et les équipes pédagogiques, c'est-à-dire vous, les enseignants. Mon rôle en tant que coordonnateur TIS a beaucoup évolué, c'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'académie. Au début, les coordonnateurs étaient appelés pré-TIS et c'est eux qui s'occupaient de tout l'aspect matériel, préconisation, dépannage, etc., réseau. Maintenant, on a beaucoup plus évolué et on est beaucoup plus dans les, on va dire, ressources humaines. On est là pour impulser et surtout accompagner vos pratiques dans les TIS. Il y a une organisation mise en place par le recteur où vous avez des correspondants TIS disciplinaires, académiques, qu'on appelle les GATIS, mais où vous avez normalement dans chaque établissement un correspondant TIS, qu'on appelle le coordonnateur TIS, qui sert d'interface entre la MATIS, donc dirigée par M. Dupér, pour des questions de préconisation, de méthode. Par exemple, vous avez une interrogation sur tel logiciel est utilisé, ou tel matériel est utilisé, ou telle pratique à évaluer, vous pouvez faire appel au coordonnateur TIS de votre établissement, qui, s'il ne sait pas lui-même, parce qu'il ne peut pas savoir aussi tout ce qui peut se faire dans toutes les matières, doit vous aiguiller vers les bonnes personnes. Il peut servir aussi à vous aider à monter des projets. Donc, M. Séguret parlait de matériel. C'est vrai qu'un chef d'établissement peut faire une demande de matériel spécifique, mais souvent, il s'agit de demandes venant d'équipes pédagogiques. Vous avez un projet, vous avez besoin d'un matériel particulier, type vidéoconférence, etc. Le coordonnateur TIS peut vous aider à monter le projet, savoir quelle personne contacter. Et donc, vous voyez, il a ce rôle d'interface. Il n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais il est plutôt là pour vous conseiller. Et normalement, M. le recteur demande à ce que dans tous les établissements scolaires de l'académie, mais dans les autres académies, ça fonctionne aussi pareil, vous ayez un coordonnateur TIS qui pourra justement vous guider dans l'évaluation du B2I, puisque c'est le thème de ce tableau. Alors moi, c'est vrai que par mon ancienneté dans mon établissement, je me suis occupé de beaucoup de choses. Je me suis maintenant recentré sur l'aspect plus humain, on va dire conseil. Et c'est vrai qu'il y a certaines disciplines qui se débrouillent finalement assez facilement tout seul. Mais on peut intervenir pour tout le monde. Donc aussi bien les profs de lettres, de langue,
travailler avec la prof d'art plastique, par exemple, pour monter des projets, les profs de maths aussi, bien entendu. Tout le monde peut et doit justement utiliser les TIS et en plus participer au B2I. Alors l'une des casquettes qui m'a été confiée il y a quelques années, c'était justement, comme M. Séverine l'a fait dans son établissement, c'est d'essayer de réfléchir avec les collègues à la façon dont on peut collectivement évaluer le B2I. Donc peut-être que dans quelques années, ce sera peut-être une mission qu'on vous confiera, en sachant qu'il y a une démultiplication de ces coordonnateurs, puisque souvent dans la plupart des établissements scolaires, on peut avoir le coordonnateur TIS, le webmestre, qui n'est pas forcément la même personne, le correspondant ELT, qui n'est pas forcément et qui est même souhaitable que ce ne soit pas la même personne, justement pour constituer une équipe TIS où toutes les compétences sont les bienvenues. Donc vous pourrez être appelé peut-être dans quelques années à en faire partie. Donc vous voyez en fait l'approche des TICE et vous avez tous les niveaux auxquels vous pouvez être confrontés, comment c'est organisé. On va aujourd'hui pas spécialement parler de pratique dans la classe et de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire et pas faire. On va plutôt cibler sur ce B2I qui cette semaine a 10 ans. Donc bon anniversaire. C'est 10 ans et pourtant donc il est encore jeune, il est encore en train de se placer, c'est normal. Il faut arriver à faire sa place dans les établissements et faire sa place aussi auprès des gens qui sont amenés à prouver leurs compétences au travers de ce B2I. Donc ces B2I, on va mettre ces B2I, ils sont maintenant donc sur l'école primaire, le collège et le lycée. Là, vous l'avez compris, on va avoir un regard du secondaire vu les intervenants, donc plutôt du collège. Et ce B2I est censé attester des compétences. Je vous rappelle, c'est la même logique que les C2I 1 que vous avez passé précédemment, ou les C2I 2E que vous préparez pour la fin de Master 2. Il s'agit de montrer des compétences dans l'usage de l'outil informatique. Et l'usage de l'outil informatique, et c'est très bien qu'on ait parlé aussi de la CNIL, c'est aussi avoir la connaissance des lois indispensables à cet usage. Donc, vous avez eu cette formation en niveau 1. On va la continuer sur ces 2I2E, tout ce qui est informatique et liberté. Donc ce que je souhaitais maintenant vous essayer de cibler un peu sur le rôle de l'inspection dans l'organisation de l'évaluation du B2I et comment vous représentez le ministère sur cette partie. Ok, alors du point de vue de l'inspecteur, alors peut-être déjà un petit préliminaire, vous faites bien de replacer le B2I collège dans un continuum, dans un curriculum presque, puisque effectivement il y a le B2I école, le B2I collège, le B2I lycée, le C2I niveau 1, le C2I niveau 2, et puis une fois qu'on est dans la maison éducation nationale, il y a même un certificat en cours qui certifie des compétences informatiques des cadres. C'est-à-dire que même pour les inspecteurs, pour les chefs d'établissement, il y a une certification de compétences dans l'usage des TIS. Donc c'est véritablement un cursus. D'ailleurs, en tant qu'inspecteur, on va dire missionné sur les TIS, je contribue avec l'ESN, l'École supérieure de l'éducation nationale, à la réalisation de ce référentiel sur les compétences des cadres. Je ferme la parenthèse, mais pour placer ma fonction. Après, ce B2I, effectivement, il a 10 ans. Il y a 10 ans, on lançait l'expérimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça met beaucoup de temps à se lancer dans une maison un petit peu lourde, qui a été qualifiée de tous les noms, en relation avec le poids. Mais de fait, c'est vrai quand même que ça met du temps à se mettre en place une réforme et du temps à intégrer les TIS dans les pratiques. À tel point que, entre le moment où il y a 10 ans, où les premières préconisations sont nées, et le moment, il y a 3 ans, où effectivement, eh bien, on a décidé, pour formaliser les choses,
que ce B2I serait rendu obligatoire pour qu'un élève ait son brevet. Alors là, ça a mis un petit peu le feu dans les chaumières, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que l'obligation d'intégrer l'attestation du B2I dans les exigences pour avoir son brevet a conduit l'ensemble du monde éducatif à se mobiliser. Et de fait, on en entend véritablement parler de manière extrêmement prégnante dans les établissements que depuis le moment où c'est devenu obligatoire. Mais il y a eu 7 ans pendant lesquels ce n'était pas obligatoire, où il s'agissait simplement d'introduire la compétence dans les pratiques. Et depuis ces 3 ans-là, comme c'est obligatoire, on a un petit peu tendance à perdre de vue l'objectif essentiel, qui continue d'être l'intégration des compétences du B2I dans les pratiques d'enseignement. Et on commence un petit peu, c'est mon observation, ce n'est pas votre question, mais je l'anticipe, on commence d'ailleurs à voir des situations où cette priorité-là est perdue de vue, est remplacée par la priorité de la validation. Alors moi, mon rôle, c'est justement de remettre un petit peu les choses à leur place, et quelque part de rassurer aussi les enseignants, et de leur dire, l'essentiel, ce n'est pas de valider. Il se trouve qu'au bout d'un moment, il faudra bien valider. L'essentiel, c'est d'introduire dans les pratiques. Il vaut mieux pratiquer que valider, véritablement. Bon, je vais dans les établissements et j'explique ce message aux enseignants. C'était là votre question, M. Mouquet, c'est le rôle de... Alors, par ailleurs, et toujours sur cette question-là, il y a d'autres leviers qu'un inspecteur peut utiliser pour encourager les enseignants à se mobiliser, et pas seulement les enseignants, les équipes éducatives. Alors, ce n'est pas seulement l'inspection individuelle. Par exemple, quand je vais à Thuir sur la demande du chef d'établissement, ce n'est pas à un inspecteur individuel que je m'adresse, c'est à une équipe pédagogique, voire à une équipe éducative, l'ensemble des professeurs. Donc là, le levier est plus fort. Et collectivement, c'est une stratégie d'établissement qui est mobilisée et un véritable travail d'équipe entre personnel d'encadrement. Et enfin, au-delà même de l'établissement, c'est dans le cadre de la formation. La semaine prochaine, avec l'ensemble des personnes qui s'occupent de TIS dans l'académie au niveau du pilotage, il faut savoir que mon service est un petit service, mais il y a quand même une petite vingtaine de personnes. Avec l'organisme de formation aussi, nous envisageons le plan académique de formation des personnels enseignants, j'entends là la formation continuée tout au long de la vie. L'un des objectifs effectivement de cette formation, c'est de faire en sorte que les enseignants qui n'ont pas été formés pour les compétences du B2I, mais pour l'ensemble des autres compétences également, je prends le cas particulier des compétences informatiques liées au B2I, c'est vrai pour les autres, et bien de faire en sorte que ces enseignants-là puissent trouver dans la formation continuée de quoi continuer justement à évoluer dans leur carrière. Donc il y a de l'argent qui est débloqué sur l'enveloppe globale de l'académie et qui est destiné à former les enseignants sur cette question-là. Le service académique à la formation continue est en charge, avec la Matisse, de concevoir un plan de formation TICE. Voilà mon action. Et au niveau de l'établissement, M. Ségurel, comment se manage en fait cette partie B2I? Alors, pour la B2I, comme pour tout ce qui relève du pédagogique, le rôle du chef d'établissement, c'est de faire exactement ce qu'on ne doit pas faire quand on conduit un véhicule automobile. Quand vous conduisez un véhicule automobile, vous avez tout le temps le regard sur le compteur, pour savoir combien vous allez. Et à la fin, vous ne regardez pas. Bien, quand on pilote l'établissement scolaire, il faut faire exactement le contraire. Il ne faut jamais regarder sur le compteur pendant et à la fin. Parce que si on regarde sur le compteur pendant, en se disant combien j'ai de valider B2I, à quel pourcentage j'en suis en permanence, ce n'est pas le pourcentage qui est intéressant, c'est ce qu'on fait pour la formation. Et à la fin de l'année, ou de manière périodique, à la fin de chaque projet, à la fin de chaque trimestre,
on regarde là où on en est. Ce qui est important, alors c'est bien de regarder là où on en est pour entamer un trajet suivant. Mais ce qui est important, c'est tout ce qu'on attache à la formation des élèves, les relais qu'on a auprès des enseignants et le pilotage qu'on peut avoir. Et c'est vrai que le pilotage du chef d'établissement fait qu'on ne confie pas nécessairement les compétences informatiques à l'assistant d'éducation qu'on a spécialisé ou au professeur de technologie, mais qu'on rappelle régulièrement que ça rentre tout à fait dans les compétences du professeur de musique, du professeur d'anglais, du professeur de français, du professeur d'histoire-géographie, en s'appuyant sur des relais qui sont, eux, plus fédérateurs que nous et qui sont plus proches de leurs collègues. Mais vraiment, l'important, c'est pas les compteurs, c'est ce qui se passe pendant le trajet. Sur ces compteurs, vous avez un objectif à atteindre, à annoncer? L'objectif, c'est pas compliqué, c'est 100%. Voilà, c'est clair. Mais c'est pas le seul. Je crois que c'est depuis la loi de 95. L'objectif annoncé, c'est 100% des élèves doivent atteindre le niveau 5. Donc depuis très longtemps, on a des objectifs forts. On a parlé des 80% qui atteignent le niveau bac, mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est qu'aucun élève ne doit sortir du système éducatif sans au moins un diplôme professionnel de niveau 5. Donc on est dans quelque chose qui existe depuis longtemps. Et, oui. Justement, c'est quoi le niveau 5? C'est la PGEP. C'est vrai que je parle le jargon éducation nationale, excusez-moi. Mais c'est bien, n'hésitez pas, dès que vous avez, si on utilise une abréviation, des choses comme ça, arrêtez-nous tout de suite. Et dans la classe, alors cet enseignant qui doit garantir ce 100%, c'est lui qui va donner le ticket du 100%. Comment ça se passe? Oui, non, on va dire. Bon, déjà effectivement, selon l'établissement où vous allez tomber, selon l'équipe de direction, selon le pilotage qui a été défini, il va falloir s'adapter. C'est vrai que vous, en tant que futur enseignant, il faudra beaucoup s'adapter aux contraintes. Il y a des établissements scolaires où les compétences du B2I sont réparties par discipline, par niveau, ou en fonction de ce que l'enseignant estime être capable de faire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations variées. Par contre, je reprendrai l'expression de M. Lippert, il faut vous rassurer, il n'y a aucune peur à avoir, si ce n'est l'ignorance. Beaucoup d'enseignants commencent sans avoir pris connaissance du référentiel du B2I. Et n'importe qui, en fonction de sa pratique, est capable de dire, ben voilà, au moins pour cette compétence-là, moi je serais peut-être capable de l'évaluer. Puisque les compétences du B2I sont des compétences génériques d'usage de l'outil informatique pour faire des études au niveau collège ou lycée. Faire un traitement de texte, utiliser un tableur, donc c'est-à-dire des choses qu'un élève, puisque l'objectif est 100%, il s'agit de vérifier que l'élève sait le pratiquer avec vous ou sans vous. On peut très bien évaluer le B2I avec un travail donné à la maison, de composition, et on peut évaluer certaines compétences. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de prendre connaissance de ces référentiels. Et après de se dire, mais on n'est pas tout seul, en moyenne un élève a une dizaine d'enseignants en collège, qu'est-ce que je suis capable d'évaluer au long d'une scolarité. Il ne faut pas se fixer l'objectif aussi de dire je dois tout évaluer la même année, et tous mes élèves. N'oubliez pas que quand vous allez arriver, pour le cas du B2I collège, vous allez avoir des élèves pendant 4 années. Et donc ils vont avancer chacun à leur rythme, certains auront validé dès la 6e, d'autres en 5e, 4e, 3e. Après ça va dépendre de chaque organisation. Deuxième point qui moi me semble important, c'est le fait, là encore comme disait monsieur l'inspecteur, de ne pas oublier ce que c'est que le B2I. Le B2I, ce n'est pas une épreuve que j'organise pour me débarrasser vite de l'évaluation et j'ai juste à noter s'il sait ou s'il ne sait pas. Ce n'est pas ça, évaluer par compétence. Et voir si, dans votre pratique quotidienne, l'élève est capable de faire ou ne pas faire. Donc ça veut dire aussi, par exemple, lorsque vous imaginez une évaluation,
ou une action à l'usage des TIS, il faut être capable de se dire, voilà, je vais évaluer aujourd'hui, je vais demander à l'élève telle compétence. Et il faut le placer dans un schéma sur l'année, voire sur les 4 années. Donc en réalité, on ne va pas vous demander d'inventer une épreuve pour évaluer le B2I dans votre pratique quotidienne. C'est vrai que, alors là, le rôle du coordonnateur TIS, c'est justement de faire prendre conscience à ses collègues que c'est pas une mission impossible, c'est pas réservé aux profs de maths, de physique ou de techno. C'est pas parce que vous n'allez que 2 ou 3 fois en salle informatique dans l'année que vous n'allez pas pouvoir évaluer. Il faut justement faire preuve d'imagination sur les stratégies possibles. D'autant plus, alors là, Hyper pourra peut-être, ou votre hyper disciplinaire pourra peut-être vous le dire, d'autant plus que les programmes que, en tant qu'enseignant, vous êtes obligé d'appliquer, justement, sont réécrits pour utiliser de plus en plus les TIS. Alors, ce n'est pas une obligation, ils ne sont pas écrits comme une obligation, mais comme justement l'idée de faire entrer cette pratique, non plus comme une activité annexe, tiens, aujourd'hui je vais faire ça l'informatique, non, comme une pratique quotidienne. À la fin, l'enseignant devrait même plus se poser la question de savoir s'il utilise ou pas les TIS. Il devrait le faire. Il fait son cours avec les outils qu'il a à disposition. Ça a été le cas il y a 15 ans avec l'entrée de la vidéo dans l'enseignement. Donc là, c'est pareil. Ça nous aide. Les préconisations, on les a vues ensemble, c'est par discipline. En fait, j'ai parcouru les cas qui étaient donnés. C'est justement M. l'inspecteur qui avait coordonné. Je me suis servi de votre document qui était disponible pour leur présenter. Voilà, donc vous présentez les recommandations et les usages, ce que veut en fait le plan d'inspection et l'État derrière tout ça. Est-ce que j'oserais vous demander de rappeler comment on évalue une compétence? Je sais que ça vous tient à cœur. Et on n'a pas vraiment mis au programme, mais peut-être c'est l'occasion aussi de vous dire, vous avez peut-être connu une évaluation de la performance, où on vous demandait de prouver un degré de connaissance ou de savoir-faire, et en résultat vous aviez une échelle de valeur attribuée. Peut-être qu'on pourrait se centrer avant de tourner vraiment sur les compétences du B2I, de rappeler comment on évalue une compétence. Oui. Alors, ce sera pour moi aussi l'occasion de rappeler que cette compétence en relation avec le B2I et tout ce qui est informatique, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier d'un ensemble plus vaste qu'on appelle maintenant au niveau de l'école, au niveau du collège et même au-delà, le socle commun de connaissances et de compétences. Une compétence étant définie comme un ensemble indissociable de connaissances, d'attitudes et de capacités. C'est un jargon, mais enfin c'est les didacticiens. Je pense que dans les études que vous allez poursuivre, vous allez avoir tous ces détails-là, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ma réponse, c'est que le B2I est finalement intégré dans cette chose-là qu'on appelle le socle commun et qui se matérialise par un livret de suivi, un livret de personnel de compétences. Et là-dedans, il y a la compétence 1 qui est relative à la maîtrise des langages, la compétence 2 qui est relative à la maîtrise d'une langue vivante étrangère, la 3 à tout ce qui est sciences et mathématiques, culture scientifique, je voulais dire, la 4 qui est relative aux compétences, à la maîtrise des compétences TICE. Lorsque l'on atteste du B2I, eh bien, quelque part, on remplit une des feuilles de ce livret de compétences. Ce livret de compétences qui, depuis cette année, est devenu une obligation pour passer le EDNB. Donc voilà, le diplôme national du brevet. Le brevet des collèges. Ou le brevet des collèges. Selon votre âge. Le brevet. Vous savez qu'il y a un jury que M. le recteur préside, et pour déclarer si un élève de 3e a son brevet des collèges ou pas, il dispose
fin des épreuves terminales en mathématiques, en histoire-géographie et puis en français. Et puis, il dispose également des notes du contrôle continu, et puis il dispose des attestations, notamment l'attestation du B2I, l'attestation de la maîtrise d'une langue vivante étrangère au niveau A2 du référentiel de compétences européen. Bon bref, il dispose d'un ensemble il dispose d'un ensemble qui fait qu'il va décider, monsieur le recteur, bien concédé, il va décider s'il attribue ou s'il n'attribue pas le DNB, sachant bien, et monsieur le principal l'a bien rappelé, que c'est un maximum d'élèves qui doit atteindre ce niveau-là. Au niveau du professeur, comment on évalue une compétence? L'important est d'évaluer cette compétence dans son champ disciplinaire. Il ne s'agira pas de faire un examen de B2I, comme il arrive malheureusement de le voir dans certains établissements, et heureusement rarement. La première des façons, hein, c'est pas vous qui me direz le contraire, ça commence à changer. La première des façons le premier conseil pour évaluer une compétence, c'est d'évaluer dans un contexte notionnel. Une compétence comme ça, pour rien du tout, ça n'existe pas. C'est une compétence en relation, je le disais tout à l'heure, avec un contenu notionnel. La deuxième chose, c'est que cet ensemble de compétences soit réparti sur plusieurs têtes. Et peut-être que le professeur d'histoire-géographie pourra émettre un avis sur la compétence à avoir un regard critique, par exemple, sur l'information que l'élève va avoir du monde par l'intermédiaire d'Internet. Et puis, cette appréciation, plutôt que qu'aura le professeur d'histoire-géographie, pourra être confirmée, confortée, amplifiée par son collègue de sciences de la vie et de la terre, ou bien son collègue de professeur documentaliste, etc. Donc, une compétence, c'est quelque chose qui est complexe à évaluer, et plus on sera soudé au niveau de l'équipe, et meilleure sera la fiabilité de cette évaluation. On rejoint votre question 5, peut-être que je ne vais pas en dire davantage. J'ai répondu à votre question? Oui, il me semble, oui, il s'agissait d'évaluer la compétence, oui. Bon. Et si on prenait un exemple, vous avez cité un professeur d'histoire-géo, et comme par hasard on en a un, donc peut-être tu pourrais nous décrire une évaluation de compétences qui est typiquement dans le champ disciplinaire de l'histoire et de la géographie. Alors, bon, nous, là, c'est vrai que dans notre matière, on est à la croisée entre les matières dites scientifiques et littéraires, mais il y a un champ alors qu'on se réserve pas, parce qu'il ne s'agit pas de réserver des champs, mais dans lequel on intervient beaucoup, c'est tout ce qui est éducation à la citoyenneté. Et dans le B2I, il y a 3 compétences qui concernent la question de la citoyenneté. Toute la question concernant les droits à l'image, droit d'auteur. Et donc, par exemple, lorsqu'il m'arrive de donner, alors selon les niveaux, ça dépend, donc un travail de recherche qu'on fait, soit on va tous ensemble au CDI sur l'informatique, on fait le travail de recherche, donc on nous a ciblés, soit c'est un travail à faire à la maison. Je peux, par exemple, selon les modalités, une fois qu'on a défini avec l'élève, parce que dans le programme de 4e, il y a quelque chose concernant le droit à l'image, le droit à l'information, par exemple, le fait de vérifier si l'élève fait juste du copier-coller, ou je trouve quelque chose, j'imprime et je redonne au prof en disant voilà, c'est fait. On peut mettre en place donc une évaluation donc, où je peux en tout cas tester de savoir si l'élève a eu un minimum de réflexion, de sens critique sur est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça, ou est-ce qu'il n'y a pas des précautions d'usage. Donc il n'y a pas forcément besoin de le faire par ordinateur, mais il s'agit d'une réflexion, alors qu'on peut soit mener en début de séquence lorsqu'on va pour aborder avec l'élève la notion de droit d'auteur par exemple, soit finalement au final quand il doit rendre son dossier, après lui avoir bien spécifié qu'on ne fait pas du copier-coller. J'avais autre exemple, on avait travaillé avec des profs de français concernant les correcteurs orthographiques, compétences utiles, où l'enseignant avait demandé exprès aux élèves d'écrire un
texte qu'ils avaient fait en classe. Donc là, l'écriture classique, il leur avait demandé de le retaper à l'ordinateur et d'utiliser pour se corriger le correcteur orthographique. Et l'objectif n'était pas de fournir un texte parfait sans faute, parce que l'enseignant sait que le correcteur orthographique ne corrige pas tout. D'accord ? Voilà. Et donc l'objectif était plutôt de travailler avec l'élève sur pourquoi le correcteur orthographique n'avait pas corrigé telle faute. D'accord ? Donc il y a plein, disons, après c'est en fonction. Alors il faut, comme je disais, il faut s'adapter, ça va dépendre de vos élèves. Donc déjà la première chose, c'est en fonction de vos élèves. Vous allez voir que certains maîtrisent les compétences du B2I beaucoup mieux que vous, très vite, pas forcément les meilleurs élèves. Ça n'a rien à voir avec un travail scolaire donné. Et donc vous allez vous adapter très très vite. Pour certains élèves, on sait qu'ils le font. Et donc on ne va même pas avoir besoin justement de mettre en place une évaluation, puisqu'il s'agit d'attester de leurs compétences. Il y a tout un travail justement pluridisciplinaire. Donc là, l'exemple que je vais donner avec le prof de français, c'est parce que justement on avait travaillé ensemble sur cette question de la production de texte. Donc, disons, il ne s'agit pas de faire une épreuve spécifique. L'enseignant avait prévu de toute façon de passer, de faire écrire les élèves et ensuite de les faire écrire par voie numérique. Et il avait imaginé ce travail parce qu'effectivement, dans sa classe, il a beaucoup d'élèves qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient fait des fautes et comment il fallait les corriger. Donc, c'était en fonction de sa progression. C'est un exemple donné. Vous avez parlé tout à l'heure, donc je vais travailler, et bon là plus l'aspect technique pour une professeure de SVT qui voulait utiliser un logiciel de simulation et de traitement d'informations de tremblement de terre, de séisme, et donc il y a aussi des compétences dans le B2I concernant l'exploitation de résultats de simulation. Donc finalement, c'est pas les occasions qui manquent. Vous me permettez, M. Moukeli, d'évoquer un exemple en lycée qui me permettrait aussi de montrer la diversité des situations qui permettent d'entraîner aux compétences du B2I et parler aussi de tâches complexes. Tout à l'heure, je disais, quand un enseignant imagine un exercice pour la validation du B2I, on est dans l'erreur, on se trompe. Alors, pour illustrer bien cette idée-là, j'évoque le cas je l'ai dans la tête parce que j'ai assisté à la séance, du professeur qui encourage ses élèves, qui demande à ses élèves de prendre des photographies au microscope. C'est possible, ça nous donne une idée aussi de ce qu'il est possible de faire dans une salle de classe dans l'éducation nationale. C'est pas inutile non plus, je veux dire, c'est pas de l'abstrait. Donc le professeur fait pratiquer avec ses élèves, il a mis des webcams sur un microscope, il a relié ces webcams bien sûr à un ordinateur et les élèves prennent des photographies des coupes histologiques qu'ils ont enregistrées. Ces photos, ils en sont propriétaires. Ils les placent néanmoins dans un espace qui est commun à la classe et ils déclarent que ces images-là, ils les mettent à disposition de la classe par des opérations informatiques. Tout cela mobilise des compétences informatiques. Et depuis le CDI, ou bien depuis chez eux, les élèves se connectent et vont aller chercher par l'intermédiaire de l'environnement numérique de travail ces images-là de façon à les renseigner par un logiciel de traitement d'images et de les compléter en allant rechercher sur Internet des renseignements supplémentaires et construire un document. Vous imaginez la complexité de la tâche qu'a réalisé l'élève. Pourtant, qu'est-ce qu'a fait le professeur? Il n'a fait que créer la situation. Les guider aussi, parce qu'il n'a vu de rien, il doit quand même expliquer aux élèves comment on capture une image. Mais les élèves font ça depuis la seconde, donc, et même avant, ils savent faire. Le professeur a expliqué comment on se loge sur le réseau, comment on place une image, comment on la rend disponible au reste de la classe. Voilà, on est là dans une situation de tâche complexe. Eh bien, dans cette situation de tâche complexe, il identifie les moments où des compétences informatiques ou des compétences en relation avec le B2I
sont mobilisés. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va entraîner, je n'ai pas dit valider, qu'il va entraîner la compétence. Au bout d'un certain temps, il n'est pas impossible que lui, ou bien un ensemble de collègues qui travaillent comme lui, déclarent que tel ou tel item du B2I sont acquis et donc que ça conduise à la validation d'une compétence. Ça étend, c'est vrai qu'on en avait parlé au niveau des B2I, c'est les mêmes domaines et puis c'est pas du tout les mêmes compétences derrière, donc on voit bien sur cette situation qui est évidemment extrêmement complexe. L'étendue de ce qu'il y a, vous reconnaîtrez d'ailleurs des choses que vous avez peut-être fait en C2I niveau 1 où on utilise de l'ALT, on dépose, on reprend, c'est des concepts qui font partie de la vie des TICM. Vous disiez à un moment donné, l'enseignant va provoquer la validation, ou alors comment ça se passe dans un établissement? Est-ce que c'est l'élève qui apporte son livret tout le temps, il a sur lui, il le sort? Est-ce que c'est des moments, après on parlera du pratique, mais dans l'organisation de l'établissement, comment ça se passe? Il y a des organisations d'équipes différentes. Des équipes qui travaillent avec un logiciel qui s'appelle JB, la plupart du temps travaillent sur des sollicitations d'élèves. C'est-à-dire que l'élève écrit à l'enseignant en disant voilà, je suis capable de présenter telle ou telle compétence, et l'enseignant peut le vérifier, la valider ou pas, s'il l'a vérifié. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements, loin de là. Il y a un certain nombre d'établissements qui utilisent JB qui n'utilisent pas cette fonctionnalité, qui valident les compétences au fur et à mesure de la scolarité de l'élève, de la 6e à la 3e, et d'autres malheureusement qui les valident au dernier moment. Tous les cas de figure sont possibles, et c'est vrai que le rôle du chef d'établissement est là pour essayer de faire évaluer les compétences sur le plus grand nombre de disciplines, sur la plus grande durée possible de scolarité. Mais pour le moment, tous les cas de figure coexistent. Et cette demande de l'élève, ça bouleverse un petit peu le schéma traditionnel de l'évaluation au collège. Le principal accompagne, c'est normal pour un enseignant maintenant. C'était tout à fait intéressant parce que le B2I est arrivé il y a une dizaine d'années. Parce que c'était un diplôme absolument nouveau et révolutionnaire, puisqu'on s'appuyait sur des compétences constatées les unes après les autres. Contrairement au diplôme qui existait jusqu'alors, puisque soit on réussissait, soit on ne réussissait pas, c'était du oui-non, mais ce n'était pas un ensemble de compétences identifiées. Depuis 10 ans, on travaille dessus. C'est une idée qui progresse, l'idée des compétences, et surtout l'idée des compétences est très importante pour les élèves qui réussissent, mais surtout elle est encore plus importante pour les élèves qui ne réussissent pas. C'est notre enjeu à tous, c'est-à-dire qu'un élève qui n'a pas réussi doit être capable d'identifier ce qu'il ne sait pas. C'est vraiment l'enjeu du passage par les compétences. On n'est pas encore avancé complètement là-dessus, on n'a pas tout réussi, mais on est sur le chemin, et le B2I a été une première marche sur ce changement d'attitude des élèves par rapport au savoir et aux compétences. Donc, je vais demander le point 5 là, qui est on a vu ce que c'était que le B2I, on a les différentes personnes qui interviennent dessus, et là on va être dans l'organisation pratique. Il y a plusieurs compétences, il y a une équipe pédagogique, il y a une équipe de direction, il y a le corps d'inspection. Comment tout ça en fait se met en place pour mettre en place la démarche collective de l'évaluation, puisque là il ne s'agit pas que chacun regarde dans sa discipline, mais plutôt que au travers des disciplines, l'élève soit regardé par le filtre du référentiel B2I. Donc actuellement, alors je ne sais pas comment on va se répartir la parole, c'est un peu le sujet qui est aussi brûlant, je pense, pour notre actualité, c'est comment et quelles sont en fait, les modalités recommandées, ça c'est peut-être votre avis, les modalités observées, peut-être votre avis et les tiennes, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout
est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'on arrive en fait à la même chose? Et si on verra après le débat sur l'équité de cette certification. Donc sur les modalités recommandées. Alors les modalités recommandées, j'ai déjà insisté sur le fait que c'est bien la formation qui est visée et non pas la validation elle-même. Et ceci étant dit, on va quand même aborder ce sujet-là. Alors les modalités de validation recommandées, c'est le fait qu'une évaluation fasse l'objet déjà de plusieurs évaluations. Avant de valider, c'est qu'on évalue nos élèves suffisamment longtemps pour être à peu près comment je veux dire, proche d'une réalité. Ça implique forcément de distinguer les situations où on évalue de manière anecdotique, où on dit c'est bien, c'est moins bien, où il y a ça encore de progrès à faire pour que ce soit mieux. Et puis, la validation, excusez-moi, la validation où là c'est un acte terminal, où une fois qu'on valide, on dit c'est une espèce d'une évaluation certificative, on est à une fin. Donc déjà, il faut bien faire comprendre aux enseignants cette différence-là entre la formation et évaluation, avec toutes les interactions que ça peut comporter, et puis la validation. Juste une parenthèse, peut-être vous préciser que évaluation n'est pas égale à note sur 20, oui. Et pas égale à évaluation sommative. Il y a plein de formes d'évaluation, et l'exemple que vous avez pris, c'est plutôt d'évaluation formative, donc c'est de l'accompagnement tout au long de la formation, où on va tirer la personne qui apprend vers la direction dans laquelle on veut, et on va généralement faire même une évaluation totalement différenciée avec des critères qui vont être propres à la personne, à l'individu, surtout si elle est en activité, on va pouvoir tirer vers un point plus qu'un autre, etc. Pardon pour cette... Tout à fait, non, c'est l'incise était nécessaire. Donc l'évaluation par tous les professeurs, on l'a déjà signalé. L'évaluation et la validation en formation continue sur plusieurs années. C'est ce que M. le Principal disait tout à l'heure. Dans le cadre d'un enseignement par discipline, c'est-à-dire non pas des cours de B2I ou des cours de C2I d'ailleurs, hein, mais bel et bien dans le cadre d'une formation, eh bien, on développe, on évalue et on valide ces compétences. Alors les modalités observées réellement, bon évidemment c'est pas tout à fait ça. Hein. J'ai ici des statistiques. Oui, tout à l'heure, mon collègue François Ségurad parlait d'un logiciel JB. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant peut-être de dire ça, c'est que c'est un logiciel qui permet de gérer les validations. Et c'est un logiciel qui est centralisé. Ça veut dire qu'il y a, au niveau de la Matisse, une espèce de plateforme. Et dans les établissements de l'académie, des élèves qui remplissent ou qui demandent, et des professeurs qui valident. La Matisse, je l'ai dit, la mission académique au TICE. C'est le montage de la Matisse. Si, ça veut y donc, tout en retard. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette idée de logiciel de centralisation. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a moyen de connaître l'état des validations des élèves de l'académie. Non pas nominativement, on s'en fiche, c'est pas ça, c'est pas du flicage, mais c'est au niveau statistique. Il est possible de dire, voilà, actuellement, il y a, alors là on en est au mois de décembre, pour le cru, si j'ose dire, 2010-2011, on en est globalement à environ 20% d'élèves qui ont validé 40% des items. 20% des élèves qui ont validé 40% des items. Et 20% des élèves de 3e qui ont validé 40% des items du B2I. Oui, on est encore de l'année, hein, il ne faut pas perdre de temps. Quoi, hein. En fait, ça, c'est le travail du CERTIS, que de prévenir ses collègues en disant « Oh, dans ton établissement, il y a, par rapport à la moyenne académique, il y a un petit souci. » Donc voilà, il y a cette idée de gestion académique de la validation des compétences. Alors, ce qu'on voit sur cet outil également, c'est quelles sont les disciplines des professeurs qui valident. Ben là, j'ai un camembert qui me montre que 53% des compétences
sont validés par les professeurs de technologie, sur l'ensemble des collèges de l'académie qui utilisent JB, c'est-à-dire cette année 75%. 75% des collèges de l'académie utilisent le logiciel JB, c'est-à-dire l'application centralisée. Donc c'est révélateur, je veux dire par là. Eh bien, sur cet ensemble de collèges, 53% des compétences sont validées par un professeur de technologie. Si vous voulez le palmarès, il y a 8% par un professeur de mathématiques, il y a 8% également par les professeurs d'histoire-géographie, ce qui correspond quand même à 20 382 compétences. Pour un professeur, ça fait quand même. Bon, il y a quand même 6% par les professeurs de SVT, etc. Et il y a qu'une espèce de palmarès des disciplines. Et c'est pas un hasard. La technologie s'est positionnée très tôt. On peut savoir pourquoi. Tout simplement parce que dans les programmes de technologie figuraient des objectifs éducatifs qui correspondaient au B2I. Donc évidemment, ceci a impliqué cela. Et ce qui est un petit peu plus ennuyeux, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'évolution entre la situation il y a 3 ans où avec mon collègue ici présent, on a mis en place ce dispositif de validation centralisée, et maintenant on est toujours sur des représentations qui sont très caricaturales, ce qui m'inquiète quand même. Hein. Quand je vois ce 53%, moi je suis quand même un peu inquiet. Et c'est une tendance qu'on retrouve qui est locale ou c'est une tendance qui est... Oh non, c'est pas local. Nous ne sommes malheureusement pas le Languedoc-Roussillon, une académie originale. Et oui, si c'était que le cas du Languedoc-Roussillon, on aurait pu chercher des explications, je ne sais pas, par la culture, la proximité de la mer, je ne sais pas. Mais non, c'est pas le cas du Calibou, c'est intimement, c'est l'Aisne. Non, mais c'est pas le cas. Donc, une autre dérive que l'on voit, c'est la dérive sujet de B2I et examen. C'est-à-dire l'intégration dans les disciplines, c'est pas encore ça. J'ai vu des enseignants avec vraiment de bonne foi me montrer dans ma discipline, dans ma discipline d'origine, je voulais dire, des exercices de B2I appliqués au SVT. Alors que ça aurait dû être des exercices où il y a des activités de sciences de la vie et de la Terre avec une composante B2I. Vous voyez la différence? L'objectif n'est pas le même. Bon, essentiellement, c'est ça. Hein. Je vais terminer la question avec quand même beaucoup de modestie. Il se trouve que c'est difficile d'observer des situations de, entre guillemets, validation du B2I. C'est difficile parce qu'on est dans un système de validation qui ne se passe pas en même temps. C'est-à-dire que quand le professeur valide-t-il, quand fait-il cela? Il ne le fait pas nécessairement en classe. En classe, il va former, il va regarder, il va se faire un avis. Mais quand valide-t-il réellement? Il valide en salle des professeurs, il valide peut-être chez lui, sur cette interface qui est consultable en ligne. Ce qui fait que moi, j'ai quand même, je dois dire quand même, avec modestie, que je ne suis pas certain de la validité de mes observations concernant les modalités de validation du B2I. Tout simplement parce que c'est un acte un peu confidentiel. Ce n'est pas du tout la même chose par rapport aux exercices que je vois. Alors ça, des exercices faisant intervenir des compétences informatiques, là oui. Mais pour la validation elle-même, j'ai une petite gêne. Alors, c'est vrai que du côté enseignant, il y a plusieurs choses. Bon, la première réaction de beaucoup d'enseignants, c'est de la paperasse supplémentaire que nos chefs d'établissement demandent. Parce que nos chers chefs d'établissement. Parce qu'en réalité, beaucoup d'enseignants confondent validation du B2I et faire des croix sur la feuille de position. Parce que ce que le chef d'établissement demande en fin d'année, c'est pour faire remonter les dossiers de DNB au jury, il faut qu'on ait rempli une feuille de position, c'est-à-dire où on coche si la compétence est validée.
Et pour beaucoup d'enseignants, et aussi pour quelques chefs d'établissement, le B2I se résume à ça. Il faut juste remplir la case et hop, c'est validé ou pas. Pour beaucoup d'enseignants, c'est en plus des bulletins, du travail, etc., c'est une tâche supplémentaire. C'est le compteur. Voilà, c'est le compteur. Et ils oublient l'aspect évaluation. Pour eux, c'est juste on remplit, il sait ou il ne sait pas. Parce que l'aspect évaluation demande un très gros travail. Donc déjà, le problème que nous on a par rapport à d'autres niveaux, par exemple en primaire, c'est que vous allez assurer la formation et l'évaluation d'élèves sur 4 ans, mais sans les avoir 4 ans. C'est-à-dire vous pouvez très bien trouver un élève en 6e et commencer un travail, et ne retrouver cet élève qu'en 3e. Justement, eux ont l'habitude de se partager, de travailler. Qui fait que par exemple un prof de techno, quand il récupère les élèves du 3e, il ne se pose pas la question de savoir s'ils savent ou ne savent pas. Il sait ce que son collègue a fait en 4e, donc il suppose que tous les élèves qu'il reçoit en 4e ont à peu près ce niveau. Donc il y a un très gros travail d'équipe pédagogique, disciplinaire à faire dans l'évaluation, puisque vous allez peut-être commencer l'évaluation du B2I en 6e, et c'est peut-être pas vous qui allez la terminer. Ensuite, le deuxième aspect, c'est qu'il y a normalement, il y a un énorme travail de coordination pluridisciplinaire. Il est évident que ce n'est pas vous qui allez assurer l'évaluation tout seul de toutes les compétences. Mais vous avez peut-être, vous, prévu d'évaluer telle compétence, mais peut-être qu'un autre de vos collègues, dans une autre discipline, l'aura lui aussi évalué. Et vous ne pouvez pas dire, bah non, moi il n'a pas su faire avec moi, donc il ne sait pas. Parce que peut-être qu'avec l'autre collègue, il a réussi. Donc il y a l'obligation d'un travail pluridisciplinaire. Et pour beaucoup d'enseignants, c'est fait du travail supplémentaire. Et se pose la question de la concertation, où généralement on fait ça vite au conseil de classe et c'est terminé. Alors que justement, avec le logiciel JB, alors le logiciel JB c'est une solution web, donc c'est développé sur Internet, c'est hébergé dans les serveurs du rectorat, c'est une application qui a été créée dans l'Académie de Bordeaux par des enseignants, pour des enseignants. Et tout ce travail de coordination est normalement dans JB. C'est-à-dire si on utilise JB, alors je vais vous dire dans mon collège c'est pas le cas, mais bon. Si on utilise JB de façon correcte, vous pouvez par exemple définir un seuil de validation, par exemple à partir du moment où X prof aura dit que l'élève maîtrise, on va considérer que c'est définitif. Ce X prof, c'est l'administrateur du logiciel qui définit. Dans beaucoup d'établissements, c'est 1. À partir du moment où il y a un prof qui a dit il sait, c'est bon, l'élève sait. Alors que normalement, on devrait être à 2, 3, 4, 5 au minimum. 6. D'accord. Ensuite, la deuxième chose, c'est que normalement, dans la démarche JB, c'est l'élève qui va dire, le professeur par exemple, fait une activité, il peut dire, on a fait ça, finalement c'est rentré dans l'évaluation B2I, si vous voulez, vous pouvez me demander telle compétence. Ensuite, l'enseignant chez lui, ou en salle des profs, se connecte au site, vérifie les demandes des élèves qui doivent être, alors là encore c'est un réglage administrateur motivé, donc l'élève doit expliquer pourquoi il veut qu'on lui valide cette compétence, et l'enseignant doit répondre, mais normalement la réponse de l'enseignant doit être motivée. C'est-à-dire l'enseignant doit dire oui, je te la valide, ou non, parce que. Donc normalement ce travail, c'est vrai que l'enseignant fait chez lui, souvent le soir c'est plus facile, par contre l'élève voit normalement le résultat. Et l'élève quand il se reconnecte, quand il rouvre une nouvelle session sur JB, il voit les réponses des enseignants. Il voit aussi les non-réponses. Ça m'est arrivé, je l'avais mis en place pour une année pour la SECPA de notre collège, où effectivement si un prof ne répondait pas, l'élève était tout de suite à dire mais vous ne m'avez pas répondu. Alors c'est vrai que pour un enseignant qui a une centaine d'élèves, ça peut faire beaucoup de réponses. Mais justement, le logiciel est prévu de cette façon, pour que cette évaluation ne soit pas secrète, pas l'enseignant qui coche sans avertir l'élève, mais aussi que cette évaluation ne soit pas arbitraire, un seul qui décide et après une fois que c'est fini, c'est terminé. Donc ça dépend de chaque équipe.
c'est vrai qu'après, moi je suis allé dans beaucoup de collèges, ça varie d'une année sur l'autre, d'un établissement sur l'autre, tout va dépendre là beaucoup plus de l'impulsion du chef d'établissement, si la façon dont il a de travailler, d'évaluer. On se pose la même question avec Melia, qui est le même type de logiciel, mais pour les compétences en langue, et maintenant aussi des applications du même type pour le socle commun. Là, c'est très variable. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'enseignants, on voit ça comme une surcharge de travail, en plus de leurs cours, leurs évaluations, les bulletins, etc. Parce que souvent, c'est très mal géré. En réalité, on va demander au mois de mars aux enseignants de remplir les feuilles, alors que ça aurait dû commencer depuis septembre, voire même 4 ans. Monsieur Ségurel, vous avez un exemple avec 6 enseignants qui intervenaient, puis en même temps, je vais vous poser la question, est-ce que l'évaluation en fait collective, c'est une cause ou une conséquence de l'équipe, c'est-à-dire du fonctionnement de l'équipe? Qu'est-ce qui influe, qu'est-ce qui met l'équipe en relation? Est-ce que c'est le fait de se mettre tous ensemble faire une démarche collective, ou c'est parce que l'équipe est installée que la démarche collective est là? C'est plus le chef d'établissement. Je ne sais pas. Alors l'exemple d'Assis, c'est ce que j'ai découvert à Tuer, et j'y suis pour l'autre, puisque je l'ai découvert, et c'est l'équipe qui gérait, l'équipe de profs qui pilotait ça à l'intérieur de l'établissement, avait souhaité impliquer l'ensemble des collègues et des disciplines dans l'évaluation du B2I de la 6e à la 3e. Donc on n'était pas au mois de mars de la 3e. Et donc quand je suis devenu référentiste et que je regardais les résultats de mon établissement au fur et à mesure, je voyais, quand mes collègues étaient à 20% ou à 40%, je voyais pour moi 0. Parce que quand il fallait 6 validations, elles n'y étaient jamais. Ensuite, quand on descendait à 2, à 3, là, on passait. Mais donc, c'était une dynamique interne à l'établissement. On parlait d'outils tout à l'heure. Il y a plein d'outils sur le marché, et je crois que ce qui compte, ce n'est pas vraiment l'outil, c'est la manière de s'en servir. Et on peut utiliser n'importe quel outil d'une excellente manière et d'une très très mauvaise manière. Ensuite, il y a des outils plus ou moins confortables. C'est les équipes qui font le choix. Et dynamiser l'équipe, oui, voilà, impliquer l'équipe, c'est une sacrée alchimie, c'est extrêmement compliqué, mais la donne est en train d'évoluer cette année. On est cette année dans une année charnière, puisque nous quittons la validation du B2I et du A2 pour les langues, pour rentrer dans la validation complète du socle commun de compétences. Chaque élève de 3e devra, pour pouvoir obtenir le diplôme national du brevet, être validé dans le socle commun de compétences. Alors, avant de vous recevoir, tout à l'heure, j'ai évoqué le temps où j'étais à l'école primaire, où j'ai appris à écrire avec un stylo plume. Un porte-plume, un encrier et un porte-plume. Et j'ai souffert avec ça pendant quelques années avant de passer au DIC, et j'ai eu beaucoup de chance. Et à l'époque où j'étais à l'école primaire, le socle commun de compétences, on ne pouvait pas imaginer qu'un élève sorte de l'école primaire, puisqu'il y avait des fins d'études, sans savoir lire ni écrire. Vous savez tous lire, vous savez tous écrire. Aujourd'hui, en 2010, on ne peut pas imaginer qu'un élève quitte le collège, la scolarité du collège, sans avoir le socle commun, un ensemble de compétences qui sont intégrées dans le socle commun de compétences, avec des compétences dans le domaine des langues, des compétences dans le domaine de l'informatique, de la citoyenneté, tout un ensemble de compétences. Et ce droit ce socle commun de compétences est un droit opposable. C'est-à-dire que si vos élèves ne l'obtiennent pas, si vos enfants ne l'obtiennent pas, les parents d'élèves que vous avez en classe, ou bien vous-même comme parents, vous allez pouvoir demander des comptes à l'institution. Parce que l'institution doit garantir l'acquisition de cet ensemble de compétences. Alors, ça change vraiment la donne. On n'est plus du tout sur le B2I d'il y a 10 ans, qui était une possibilité pour certains élèves et des équipes pédagogiques impliquées. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Je pense que vous ne l'avez pas vu. Certains l'ont passé en déclaratif. Voilà. En déclaratif.
C'était pas obligatoire. On en parlera dans les questions, vous aurez la parole un peu plus à la fin. Ça Et devient- n'hésitez pas à parler de votre propre expérience. Voilà. Ça devient un ensemble de compétences essentielles, exigibles autant pour l'élève qu'à l'institution. Donc les modalités recommandées, celles qui sont observées, et puis on espère, puisque c'est un brevet qui est national, ben, qu'il n'y a pas un B2I à Tuire, un B2I à Prades, un B2I à Toulouse, etc. Donc comment en fait dans toute cette alchimie de mettre en place cette évaluation qui va dépendre de l'équipe, qui va dépendre de l'environnement, qui va dépendre des chefs d'établissement, des consignes du corps d'inspection, comment on arrive à garantir une équité? Ceci dit, je suis assez aussi mal placé pour poser cette question, parce que c'est un problème au quotidien sur les C2I niveau 1 et au C2I niveau 2. Comment sur le territoire français on arrive à s'organiser pour qu'il soit aussi difficile ou aussi facile à avoir, au moins équitable sur l'ensemble du territoire, parce que c'est quand même une des volontés de notre système éducatif, c'est de garantir l'équité sur l'ensemble du territoire. Comment ça se régule, on va dire? Comment ça se régule? Alors, c'est sur ce point-là que j'avais mis un point d'exclamation avec un... On le met comme ça. Oui, oui. Alors, équité de quoi? Équité de certification. Hein. Mais n'oublions pas l'objectif qui est assez particulier dans ce genre de certification, puisque on vise le 100%. On vise le 100%. Alors, équité, ça veut dire quoi? Ce serait vérifier que tout le monde, effectivement, a son B2I. C'est la seule forme d'équité que je vois. Alors bon, je vais décaler un petit peu, si vous me permettez, la question. C'est pas tellement l'équité dans la validation, mais plutôt, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équité dans la formation. Ça fait un petit peu, j'en mets une couche, mais c'est bien ça. Parce que sinon, équité de certification, ça ne veut plus rien dire, puisque on doit viser le 100%. Donc je repositionne la réflexion sur l'équité de formation. Là, c'est un réel problème, parce que ça interfère avec l'équité, entre guillemets, d'équipement. Est-ce que dans tous les établissements, nous avons les mêmes facilités d'accès? Les élèves ont-ils la même facilité d'accès aux équipements? C'est une chose. Équité également de catégories socio-professionnelles qui implique l'équipement personnel. Quelqu'un qui a Internet et puis les dernières technologies chez lui, évidemment, ne sera pas au même niveau que quelqu'un justement qui doit se déplacer dans un cybercafé pour faire une recherche, ou bien dans un EPN, un établissement public numérique, pour faire des recherches. On comprend bien. L'équité, là, elle est fortement interpellée par les catégories socio-professionnelles. Et puis, on se fait, à côté de cela, si tout cela a été garanti, hein, on se fait aucune illusion sur l'équité d'une évaluation. Je ne parle pas là d'une évaluation informatique ou d'une évaluation de compétences informatiques. Je parle d'une évaluation tout court. Nous savons que évaluer est un acte subjectif. Que même avec la meilleure volonté du monde, il y a quand même une grande part de subjectivité dans toute évaluation. Et qu'il est illusoire de chercher l'absolu, là où il ne peut pas exister. Fort heureusement, évaluer est encore un acte humain, c'est-à-dire sujet justement à émotion, sujet à interaction avec le vécu, avec d'autres choses que des interactions encroctées. Donc on ne se fait pas d'illusions. L'objectivité ou l'équité, comme vous disiez, même quand il s'agit d'évaluer et qu'il ne s'agit pas encore de valider. Alors, on va se dire, bon, alors nos futurs, c'est plus la peine de continuer. Ben non, si c'est particulièrement la peine de continuer, mais sans tromper l'objectif. On va justement encourager les enseignants à identifier, comme je disais tout à l'heure, les élèves chez qui on risque d'avoir un souci pour valider, de façon justement à ne pas être en difficulté lorsque nous nous retrouverons au 3e trimestre et que nous serons alors en situation terminale, hein, de dire oui ou non.
Donc cette équité, elle va être garantie par la recherche de solutions de remédiation. C'est en repérant les difficultés des élèves, que ce soit d'ailleurs sur le B2I ou que ce soit sur les autres compétences, que l'on va être capable d'identifier les meilleures façons d'aider l'élève. Et l'équité, elle se posera justement dans cette proposition aux élèves qui en ont le plus besoin de quelque chose de spécial. Et c'est là où on distingue l'équité de l'égalité de traitement. L'équité ne veut pas dire égalité de traitement. Ça veut même dire le contraire. Parce qu'on le sait, il y a des élèves pour avoir le B2I qui vont ramer davantage que d'autres. Donc ces élèves-là, ils ne peuvent pas, on ne peut pas, l'éducation nationale ne peut pas, si elle vise de 100%, penser leur réserver le même sort qu'aux autres, c'est-à-dire le même traitement. Il faut quelque chose de plus. Vous voyez, cette notion-là est extrêmement complexe. Elle s'étale sur le temps et elle se réfléchit, c'est de la véritable didactique. Comme quoi, l'informatique n'empêche pas la didactique. Peut-être que les chefs d'établissement, d'ailleurs, ont une part de responsabilité, ou en tout cas une part de mainmise là-dessus, hein, sur le suivi sur l'année, parce que le pauvre inspecteur que je suis ne va dans les établissements que, dans un établissement donné, j'ai 250 établissements quand même à visiter. Hein, oui, donc il est évident que le chef d'établissement a une vue plus régulière, je ne vais pas dire plus pertinente, je vais dire plus régulière. Parce que moi je vois des choses de l'extérieur qu'un chef d'établissement dans le guidon, comme je disais tout à l'heure, ne voit pas forcément. Donc vous voyez, les vues sont complémentaires. En tout cas, pour ce qui concerne la périodicité et la mise en œuvre des solutions de remédiation, c'est de la responsabilité de la chef d'établissement. Donc effectivement, on a un terme qui est beaucoup plus proche et on joue, peut-être mon collègue le ressent, mais on joue en permanence entre impulser, mais pas trop, pour ne pas être contre-productif. Et sur des sujets comme ça qui sont vraiment très très nouveaux et pas faciles à manier par les collègues enseignants, parce que si on va trop vite, on va rentrer dans la caricature et dans la paperasse à remplir. C'est vraiment difficile d'être présent sur le sujet sans dénaturer les choses. En étant toujours dans accompagner les élèves dans la formation pour des compétences et au bout du compte une validation. La régulation qu'on fait, elle se fait par la pratique quotidienne d'une machine à café dans la salle des profs quand il y en a une, dans la pratique de régulation sur les conseils de classe, parce qu'une équipe pédagogique, c'est comme une classe, c'est comme une division. Vous pouvez, il n'y a pas très longtemps, j'ai deux classes qui ont été constituées de la même manière. On a mis des bilans d'anglais-allemand qu'on a complétés par des espagnols première langue. Et une classe qui va hyper bien et une classe qui va hyper mal. Voilà. Pourtant, elles ont été conçues exactement de la même manière. Les équipes d'enseignants, c'est pareil. Il y a des équipes qui peuvent aller d'une manière très très positive et d'autres négatives. Il y a des alchimies qui se font. Bon, il y a un vrai travail de régulation qui se fait au cours de l'année, parce qu'on est effectivement beaucoup plus proche que les inspecteurs, mais le travail de réflexion, le travail de pilotage, quand même, il est partagé. C'est-à-dire que la philosophie et les préconisations de la Matisse sont présentes dans le travail qu'on fait. Et pour les enseignants, je pense que vous allez être les garants justement de l'équité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une évaluation pour le ministère ou même pour le corps de nos inspecteurs, mais pour nos élèves. C'est-à-dire qu'il faut déjà être honnête. Effectivement, comme disait monsieur l'inspecteur, s'adapter au public. Si vous savez que vos élèves n'ont pas accès à l'outil informatique, c'est à vous de leur donner les moyens d'y accéder. Donc en réservant des salles informatiques, en prévoyant des exercices adaptés. C'est vous qui devez assurer l'équité. Et justement, la meilleure façon d'y arriver, c'est de ne pas faire un examen terminal. Il faut le concevoir tout au long de la scolarité, tout au long de l'année,
prévoir des moments différents et pourquoi pas effectivement appuyer pour ceux qui ont le plus besoin. Donc, et d'une part, et d'autre part, il faut être une très grande honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que quand on évalue, on doit justement se garder l'idée de compétence et si on se donne toutes les chances de bien évaluer pour arriver au 100%, justement, on doit être le plus honnête possible. D'autant plus que le format du B2I, comme pour le C2I, fait qu'un élève n'a pas besoin de valider 100% des compétences pour avoir le C2I. On admet, on tolère une marge d'erreur, on va dire d'échec. C'est-à-dire peut-être que dans tel domaine, l'élève aura peut-être besoin que de 4 compétences sur 6 à valider. Donc, si vous estimez que ça, il ne sait pas le faire, c'est tout à fait honnête de dire qu'il ne sait pas le faire. Par contre, ce qui est malhonnête, c'est de le faire le 30 juin en disant je fais qu'une seule évaluation et il ne sait pas faire. Oui, d'accord. Oui, c'est. L'honnêteté, donc justement pour tendre le plus vers l'équité, c'est de vous adapter à votre public, de prévoir les moments, d'anticiper les difficultés des élèves. C'est comme une évaluation, elle n'est jamais faite pour piéger un élève. On essaie de la faire toujours dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est-à-dire prévoir des temps pour que l'élève puisse revoir s'il n'a pas vu. Donc, d'où l'obligation d'évaluer 2-3 fois plus même dans la scolarité. Et tenir compte effectivement de notre degré d'équipement, mais donc ça encore on y arrive maintenant de plus en plus dans les établissements scolaires, mais justement de l'équipement personnel. Il est évident que si vous demandez à un élève une compétence liée à l'impression et que chez lui il n'a pas d'ordi, qu'il n'a jamais paramétré une impression, il va forcément être désavantagé par rapport à un élève qui lui le maîtrise à la maison. Donc il faut aussi s'adapter, anticiper, se dire bah, ça je pourrais pas le faire, je ne peux pas leur demander de le faire à la maison, il va falloir que l'équipe trouve un moyen de le faire en classe. Donc je pense que il n'y a que comme ça qu'on pourra, disons, assurer une sorte d'équité et en faisant confiance à ce que tous les collègues fassent la même chose. Là aussi, il y a une part de confiance. Donc il ne faut pas aussi se sentir jugé si on vous demande ce que vous faites, puisqu'on est forcément... le B2I n'appartient pas à un seul enseignant ou à une seule discipline. Un dernier point avant de vous céder la parole pour des questions. Si on a parlé de l'outillage, vous avez entendu prononcer les mots de JB, des outils qui permettent justement de centraliser les points de vue, les évaluations de l'ensemble de l'équipe enseignante. Donc un petit point de chacun votre point de vue peut-être sur ce logiciel, comment vous entrez en interaction avec lui, soit pratiquement, soit les préconisations. Alors, cet outil et puis d'autres, hein, Oui. mais juste un point de vue un peu philosophique, si je peux me permettre, puisque vous êtes quand même à préparer le C2I, ne pas perdre de vue quand même ce que les dérives possibles de l'utilisation d'un logiciel par rapport à la réflexion intelligente et humaine, en opposition à l'intelligence artificielle. Voilà, tout à l'heure, François Séguéra disait il y a un paramétrage de ce logiciel qui était réglé sur 6. Ça voulait dire qu'il fallait 6 professeurs qui portent un avis positif sur une compétence et sur une compétence liée à un élève pour que cette dite compétence soit validée. Et évidemment, cette compétence, elle n'était jamais validée par 6. Et il suffisait donc de bouger ce curseur, donc de modifier un paramètre du logiciel pour que, soudain, une décision qui, je pense, devrait être une décision humaine, soit accordée ou pas accordée par un logiciel. J'attire votre attention là-dessus. Et sur les possibles dérives auxquelles pourrait conduire un logiciel si on lui fait entièrement confiance. Beaucoup d'autres logiciels posent le même problème, et notamment
les applications qui permettent de valider les compétences autres que le B2I. Alors il en existe d'autres. Hein. Il y a un logiciel qui s'appelle Valider le socle, VLS. Il y a un logiciel qui s'appelle Cerise, par les assurances, Cerise du CRDP, du Centre national de documentation pédagogique de Poitiers. Il y a un logiciel qui s'appelle JBIC, Gisocle, Gisco, pléthore. Pronote également, on avait oublié le privé. Voilà. Il y a une possible dérive là-dessus. Si l'on accepte que ces logiciels puissent prendre les décisions, c'est-à-dire valider, à notre place. Moi, inspecteur, c'est ce que je porte comme message d'avertissement aux équipes pédagogiques. Je leur dis, utiliser un logiciel de gestion, c'est tout à fait pertinent, parce que ça permet de gérer, comme son nom l'indique, et de nous aider quelque part à comptabiliser les avis des uns et des autres. Mais en termes de validation, de décider à propos d'un élève s'il a telle compétence ou si elle ne l'a pas, ce n'est pas du ressort d'une machine. C'est du ressort d'un conseil de professeurs, être intelligents, qui peuvent se faire aider éventuellement de machines qui sont donc capables de produire des outils de gestion ou de renseigner à partir d'outils de gestion. Donc j'attire votre attention là-dessus. Hein, et c'est une dérive que l'on voit parfois remplacer des logiciels d'aide à la décision par des logiciels de décision. Ça, je trouve que c'est une dérive. Voilà. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à ces logiciels, on en a fait une petite liste. Globalement, en matière, si je me limite au B2I, il y a deux types de logiciels. Il y a les logiciels de gestion, dont certains peuvent aller, je l'ai dit, de manière dérivée vers la validation. Donc ce sont des logiciels de compilation, si vous voulez, d'avis. Et puis à côté de ça, il y a des logiciels de type exercitiel, c'est-à-dire des ensembles qui permettent de donner accès aux élèves à des exercices, et à des exercices dédiés au B2I. Alors évidemment, ces exercices, on en a dit un mot tout à l'heure, on a dit que c'était déjà une dérive. Quand on construit un exercice pour valider une compétence, on est dans la dérive. Il n'en reste pas moins, comme je le disais fort justement, on peut regarder ces types de logiciels, on peut regarder ce qu'ils proposent comme exercice et peut-être s'en inspirer, non pas pour les reporter en l'état, mais peut-être les intégrer de manière plus intelligente dans son enseignement. Voilà ce que j'ai dit sur les logiciels. Je suis parfaitement d'accord avec la dérive qui consiste à laisser le logiciel choisir à notre place. C'est pas son boulot. Le logiciel peut nous indiquer, et c'est tout à fait intéressant, nous servir de compteur quand on a besoin d'un compteur. Mais il ne faut surtout pas lui demander de choisir à notre place, parce que sinon on lui délègue notre travail d'enseignant, et ça c'est pas bien. Donc vous voyez en fait notre point de vue, je pense depuis le premier cours où certains sont arrivés en disant je ne veux pas faire de l'informatique, et cette conférence on a quand même bien évolué sur ce point de vue, enfin, j'espère d'avoir vraiment modifié totalement votre point de vue. Peut-être que ceux qui ont dit ça d'ailleurs ne sont pas là aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la parole et j'ai lancé un petit pic évidemment. Je sais que certains ont leur B2I en collège. Si certains veulent commencer, c'est peut-être plus simple avant d'aborder d'autres questions, de nous faire part de ce qu'ils ont vécu en tant qu'élèves. On va voir que le projet a bien évolué depuis que vous êtes passé en collège. On vous laisse la parole. Merci pour...